Ok, alors tu savais peut-être que depuis le rachat de Century Fox en 2019, Disney, à lui tout seul, ça représente 40% du marché de l'information et du divertissement. Mais ce que tu sais peut-être moins, c'est que de 1941 à 1945, c'est ni plus ni moins que 77 courts-métrages de propagande qui ont été créés et diffusés par Disney. On va comprendre ensemble pourquoi dans cet épisode, et on va comprendre ensemble aussi pourquoi et comment Walt Disney a réussi à non seulement transmettre son idéologie, ses convictions en temps de paix, en faire des valeurs à tout un pays, et puis en temps de guerre, comment il a fait pour considérablement faire grossir son entreprise. Ceci dit, avant l'analyse, comme d'habitude, de mes live Smart Learn, sache que tu peux rejoindre mon canal privé Telegram qui se situe dans la description de cette vidéo. Tu trouveras le livret d'accueil et puis tu sauras comment accéder gratuitement à tous mes conseils, mes meilleurs plans réservés à mes abonnés les plus fidèles. En attendant, on est à nouveau dans la série Smart Learn sur cette chaîne tous les jours avec de nombreux communicants d'entreprise, leurs concepts, leurs stratégies. Et celle de Disney, on va l'étudier tout de suite. Alors, déjà, on va commencer par aborder Disney par Mickey. Parce que Mickey, c'est Disney et les deux sont interdépendants. Mickey, c'est, dans le désir de son créateur, l'incarnation du bon américain. C'est celui qui est altruiste, qui est tout le temps optimiste, comme un américain, qui aide les autres. Tout ça, c'est ce que voulait transmettre Walt Disney dans sa conviction qui est quelqu'un de profondément conservateur, un anticommuniste convaincu, et qui va faire comprendre aux gens que si vous êtes un bon américain, vous aimez Mickey, et si vous aimez Mickey, c'est que vous êtes un bon américain. Donc, il y a Mickey qui en lui-même est devenu une figure internationale voilà, de cette évasion. En 1935, il se voyait remettre la médaille de la Société des Nations en tant que symbole de bonne volonté universelle. Donc voilà, c'est vraiment cette idée de récompenser un personnage de fiction. Et puis, en plus de Mickey, c'est aussi tout ce qui va avec. C'est-à-dire toutes les activités qu'on propose, comme le Club Mickey. Et le Club Mickey, dès sa mise en place, eh bien, tous les samedis, c'était proposer aux petits Américains de faire des activités patriotiques, d'aller aider leur communauté, d'être de bons Américains. C'était, comme je t'ai mis, finalement, à travers tous les personnages de Disney d'alors, que des transmissions de valeurs américaines. Pinocchio, c'est la persévérance, le travail, l'épargne. Picsou, c'est le self-made man. C'est celui qui s'est fait lui-même aux États-Unis. Et on verra ensemble que il y a beaucoup de personnages de Disney qui, dans la société d'aujourd'hui, sont beaucoup plus critiquables, qui ont été remis en question parce que les États-Unis voulaient d'abord imposer leur American Way of Life, leur vision du monde à la terre entière. Donc finalement, Mickey, c'est le personnage, le club Mickey, c'est les parcs d'attractions, mais je pense qu'il faudrait que je l'aborde dans une autre vidéo entièrement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et puis enfin, c'est tout ce qui est le merchandising, c'est-à-dire tout ce qui est produit dérivé. Donc ça, il faut savoir que c'est la première fois que on s'autorisait à créer des produits qui provenaient de personnages de fiction en fait. Et ça c'est brillant parce que à partir de là, on a réussi sans problème à vendre des peluches, des poupées, je t'ai mis des chaussettes, des parapluies, des montres Mickey, pour un total avant-guerre qui avoisine les 200 000 dollars. Ça représenterait aujourd'hui 3 millions d'euros actuels. Donc tu l'as bien compris que Walt Disney, avant la Seconde Guerre mondiale, a fait un carton. Lui qui, étant jeune, était considéré comme quelqu'un qui manquait de créativité. Tu vois que c'est plutôt une belle revanche sur la vie.
Est-ce que la guerre va l'arrêter pour autant? Pas du tout, au contraire. Il y a une expression qui dit dans chaque crise, il y a toujours des opportunités. Et bien là, il va à la fois allier son devoir patriotique et son désir d'ouverture de nouveaux marchés en demandant à être ambassadeur officiel des États-Unis dans les pays d'Amérique latine. C'est comme ça qu'il va se rendre au Brésil, au Chili, au Pérou, en Argentine, pour justement montrer ce qu'est Disney et faire ce qu'on appelle la propagande de bon voisinage. C'est un concept qu'on abordera dans d'autres vidéos que les États-Unis ont énormément utilisé pour déjà faire leur hégémonie au sein même de leur continent, avant de l'appliquer à la terre entière. Donc voilà pour les stratégies de Walt Disney. Maintenant, au niveau des œuvres, comment ça se voit cette propagande? Il y en a beaucoup, je vais te donner simplement 3 exemples marquants. Le premier, c'est un cartoon qui s'appelle The New Spirit, qui a été fait en 1942, et qui s'appellerait en français Des impôts pour vaincre l'Axe. On y retrouve Donald, dont le challenge pendant tout l'épisode, c'est de payer ses impôts au gouvernement américain à temps. Et dans un autre épisode, on a le diable qui lui incite au contraire à gaspiller son argent. Et le cartoon se termine avec la morale suivante. Voilà, si vous écoutez le diable, si vous gaspillez votre argent, eh bien c'est que vous faites gagner Hitler. Donc voilà comment finalement on arrive à faire payer très rapidement les Américains. En 1942, la même année, les Américains ont payé dans un temps record tous leurs impôts. Et puis finalement, ça a été aussi cette propagation facilitée des films Disney avec les cinémas qui avaient conclu un deal. Ils ont dit au gouvernement, on vous met à disposition gratuitement tous nos salles de cinéma pour propager les idées américaines à la population. Mais en contrepartie, vous nous émettez des dispenses pour qu'on garde nos plus grands acteurs hollywoodiens. Et c'est comme ça que on va avoir certaines dispenses. Et puis, c'est aussi Disney, un épisode en particulier, un cartoon qui se termine mal. Et ça, c'est intéressant à noter, parce que normalement, dans Disney, tous les méchants perdent. On a là, ici, le seul épisode où le méchant parvient à ses fins. Il s'agit de Chicken Little, petit poulet en français. Et il faut savoir que le dessin animé de base, Chicken Little, c'est un petit poulet qui rencontre un renard machiavélique qui a un livre et qui attire à lui tous les animaux, qui a, grâce à ce livre, un grand pouvoir de persuasion et qui entraîne les animaux de la ferme dans sa grotte, dans sa caverne pour les manger. Et là, volontairement, on a fait exprès de traumatiser les enfants en leur disant que, en leur montrant que le méchant, qui s'appelait Foxy Loxy, le renard ici gagne. Et le renard, si tu l'as compris, ça n'est autre que Hitler, et le livre en question, c'est Mein Kampf. Donc, voilà pour ça. C'est pas la première fois qu'un conte finit mal. Hein. On avait déjà du temps de Charles Perrault des histoires qui se terminaient toujours mal, parce que à l'époque, on considérait que c'était plutôt des morales à faire passer aux enfants, quelque chose de traumatisant pour être sûr de bien les marquer. C'est pour ça que, initialement, dans le Petit Chaperon Rouge, il n'y a pas de chasseur qui vient sauver la grand-mère. Le loup, il bouffe le chaperon rouge et puis la grand-mère avec. La morale de l'histoire, c'est juste qu'il faut ne pas parler aux inconnus, encore moins si c'est des loups, que ça se voit comme le nez au milieu de la figure, et puis raconter sa vie comme quoi on va chez sa grand-mère. Donc voilà pour ça. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que on a un moyen d'instrumentaliser les enfants, de les choquer aussi, et puis c'est aussi complètement dézinguer l'ennemi par la propagande américaine. Si je te prends un exemple avec celui de l'épisode en 1943 Der Führer Face, c'est l'histoire de Donald qui se réveille à New Zealand
Nutziland, c'est un mélange de nut, la folie en anglais, et de nazi. Et c'est un détournement des temps modernes avec Charlie Chaplin. Il est obligé de saluer frénétiquement Hitler toutes les X minutes. Il doit visser des têtes d'obus, etc., etc., avant de se réveiller, de comprendre que ça n'était qu'un cauchemar, et qu'il est heureux de vivre aux États-Unis, parce que c'est un bon citoyen américain, etc., etc. Tu as bien compris l'idée qui est transmise ici. Le petit scoop, c'est que un des plus grands admirateurs de Walt Disney était Hitler lui-même, parce qu'on sait qu'il adorait dessiner Mickey. Hein, tu sais que Hitler avait été peintre, bien là, Mickey faisait partie de ses plus grands modèles. Et pour la petite anecdote aussi, si tu connais la chanson Hey He Hey Ho, on rentre du boulot. Alors, la version anglaise, c'est Hey He Hey Ho Hey Ho, it's home from work we go. Et la version allemande, la version des jeunesses hitlériennes, c'est Heidi Heido. Je t'épargne l'allemand, mais c'est un sou et un écu. Autrement dit, est-ce qu'il y a une coïncidence ? Je ne pense pas. Voilà pour Walt Disney. Comment il a propagé sa propagande. Comment il a fait des États-Unis un modèle de pensée que l'on voit encore maintenant avec les mouvements du wokisme, etc. Et puis, c'est aussi Walt Disney certaines remises en question, par exemple, de cette répartition très sexuée des rôles de Disney, avec le méchant, la méchante qui sont toujours moches, qui en veulent à des princesses qui ne font rien, qui attendent simplement le prince charmant, et il y a juste le prince charmant qui est un peu actif dans l'histoire. Voilà, j'espère que ça t'a plu et je te retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao.